nous changeons d'univers, les terres en Amérique latine. Nous avons souhaité, avec Laurent Accroché, donner un espace à l'Amérique latine présente comme question à tous les concours de recrutement des enseignants. Et nous avons fait appel à 3 chercheuses, 3 regards croisés de chercheurs sur des espaces différents de l'Amérique latine, autour des questions de la Terre. Alors, et je reprends ce que disait le directeur scientifique du festival, on va regarder la Terre dans ses différentes dimensions. La dimension foncière, la dimension productive des sols et la dimension de la ressource, des ressources fragilisées. Alors, pour en parler, nous avons fait appel à Martine Guibert, qui est professeure des universités en géographie, à Toulouse Jean Jaurès, et qui travaille sur, entre autres, les milieux ruraux latino-américains, les systèmes alimentaires et les questions foncières, plutôt dans le cône sud. Cécile Faliès, donc tu es maîtresse de conférence à Paris Panthéon-Sorbonne, et tu travailles particulièrement sur le Chili, les problématiques agricoles en ville et les marges urbaines et les relations ville-campagne. Et Marie-Françoise Fleury, tu es maîtresse de conférence à l'Université de Lorraine et tu travailles depuis longtemps sur le Brésil avec un géographe fameux qui est Hervé Terry, un peu connu, sur le Brésil et particulièrement ton terrain de recherche, c'est l'Amazonie. Donc on voit bien que nous avons 3 focales spatiales que nous allons interroger. Alors vraiment, moi je souhaitais, avec Laurent, vous remercier infiniment parce qu'on poursuit notre articulation recherche, évolution de la recherche en géographie, questions d'enseignement et questions de concours pour ces regards croisés. Alors c'est une vieille question que la Terre en Amérique latine. C'est une question qui est plus vieille et aussi vieille que la conquête, avec le poids des héritages des cycles et les questions actuelles qui nous viennent par des images des profondes inégalités foncières, les images de l'importance des productions, puisqu'on peut dire que c'est aussi en Amérique latine que se trouve l'un des greniers du monde, et puis la question de l'environnement, des ressources et des questions foncières qui sont prégnantes. Alors, production, foncier, transition agroécologique sont les grandes questions que l'on va aborder. Alors, pour le premier axe de cette table ronde, on souhaitait que vous interveniez chacune dans vos champs régionaux spécifiques sur la hausse de la productivité, les productions versus défis alimentaires de l'Amérique latine. Et alors, pour démarrer, on va démarrer par Martine Guibert. Martine, je vous cède la parole. Vous avez la zapette pour les diapos. Merci sur ce premier axe. Donc, bonjour à tout le monde et merci Catherine pour cette introduction. Donc, je vais vous amener dans le Code sud-américain en évoquant les productions agricoles en Argentine et en Uruguay, mais aussi je vais vous transporter au Paraguay, qui n'est pas dans le cône sud, mais qui est un pays subtropical et qui connaît en fait le même boom agricole que l'Argentine et l'Uruguay. Ce sont 3 pays où depuis environ une trentaine d'années, mais surtout durant ces 10-15 dernières années, il y a eu une très très forte évolution à la fois de la production et de la productivité. Productivité, rendement hectare ou rendement en carcasse, si on évoque l'élevage bovin en particulier. Donc nous sommes dans ces pays-là, en ce qui concerne l'Argentine, plus particulièrement dans la Pampa, mais aussi sur ces franges subtropicales, et avec un processus d'adoption par les producteurs, qu'ils soient moyens ou grands, et désormais on parle plutôt d'entreprises agricoles et de moins en moins de grands propriétaires terriens,
un processus en fait d'intensification de l'usage des ressources productives, à la fois terre et ressources hydriques, avec l'adoption de ce que les agronomes appellent un itinéraire technique simplifié. Donc l'équation presque magique, c'est utiliser un herbicide total à base de glyphosate, pratiquer le semi-direct, ce que l'on fait depuis très très longtemps en Amérique du Sud, et donc en même temps utiliser des semences génétiquement modifiées. Et par exemple, si je montre un graphique qui évoque cette évolution de la production pour l'Argentine, il y a vraiment un point d'inflexion à partir du milieu des années 90, c'est la fameuse campagne 95-96, où l'Argentine décide en fait et autorise l'utilisation du soja génétiquement modifié. L'Uruguay va le faire un petit peu plus tard, à partir du début des années 2000. Le Paraguay va le faire à peu près à la même période. Et l'Argentine va doubler sa production agricole entre ce milieu des années 90 et la fin des années 2010, passant d'une soixantaine de millions de tonnes, tout grain confondu, soja en tête, mais maïs aussi, blé, tournesol, etc., à environ 120 millions de tonnes. Donc ça, c'est le boom agricole côté Argentine, avec pour base le soja, sachant que sur les meilleures terres, au cœur de la Pampa, on va pratiquer ce que l'on appelle une double culture. Sur la même parcelle, on a 2 récoltes. Dans le cas de l'Argentine, c'est maïs, soja, 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 blé, soja. El soja de segunda, comme ils disent. Vous avez un graphique ici pour l'Uruguay, avec l'adoption du soja en Uruguay à partir du début des années 2000. Ce sont les barres en orange, où vous remarquez que sur à peu près 1,4 million d'hectares cultivés, je ne parle pas des terres d'élevage, il y en a environ 1,2 million d'hectares, ça dépend des années, qui sont semés en soja. Le soja est vraiment au cœur des assolements à l'heure actuelle dans ces 2 pays, mais aussi au Paraguay. Je n'ai pas de graphique pour le Paraguay, mais le Paraguay à l'heure actuelle, c'est 3,5 millions d'hectares qui sont cultivés en soja, aussi bien dans le Paraguay oriental que dans la partie, dans le Chaco paraguayen, que l'on est en train de déboiser pour semer du soja, mais aussi développer l'élevage. Donc voilà, à grands traits, quelque part, ce boom agricole dans les meilleures terres en Argentine, en Uruguay, au Paraguay. Donc dans la Pampa argentine, à l'ouest de l'Uruguay, avec par exemple ici des cartes qui montrent comment le soja a pris beaucoup d'importance et est au cœur de la nouvelle agriculture uruguayenne depuis donc le début des années 2000. Le cercle représentant donc les volumes de production de soja par département. On n'a pas de statistiques plus fines en Uruguay pour pouvoir raisonner au niveau de ce que l'on pourrait appeler des communes. Donc un itinéraire technique simplifié, ce qui nous fait dire en synthèse que l'on est plutôt en présence d'acteurs de la production agricole, parce que en fait, surtout en Argentine, et l'Uruguay a adopté un petit peu ce modèle productif, on a affaire désormais à des consortiums d'acteurs qui se réunissent, chacun étant propriétaire d'un actif, avec par exemple un propriétaire de terre qui va louer ses terres au consortium, des investisseurs en mal de placement qui vont apporter le capital nécessaire au financement d'une campagne agricole, voire de 2, de 3, ça dépend du contrat qui est signé, ou éventuellement ce sont des contrats tacites, avec l'embauche d'une entreprise de travaux agricoles qui, elle, prend le risque d'immobiliser du capital en achetant du matériel agricole dernière technologie. Et par ailleurs, chaque consortium, ils les appellent des pools de culture, va embaucher un agronome qui a pour charge de suivre et de donner en fait le conseil agronomique sur, à chaque agronome, grosso modo, un portefeuille d'hectares de à peu près 5000 hectares. Ça dépend des situations, des cas. Et par ailleurs, donc, ce consortium d'acteurs, ces pools de culture, sont basés en ville avec une maîtrise de l'information, notamment commerciale, et du rapport avec les exportateurs.
Au Paraguay, c'est un petit peu différent. Ce modèle se rencontre un petit peu moins, mais il y a aussi une intensification et une modernisation de l'agriculture très rapide, avec évidemment, vous vous en doutez, l'expulsion des petits producteurs, des producteurs paysans, à qui on va proposer d'acheter les terres à vil prix, bien entendu, et qui vont grossir tous ces ruraux qui partent vivre en ville. Il y a un fort exode rural encore au Paraguay, évidemment beaucoup moins en Uruguay et en Argentine. Alors, voilà, à grands traits. Oui, à grands traits, puis on y reviendra dans les questions. Cécile Faliès, quid de cette intensification agricole dans les Andes, au Chili, et versus agriculture familiale aussi, dont Martine vient de parler? Oui, alors je vais repartir, je vais réouvrir un petit peu la focale. Simplement pour resituer l'Amérique latine autour d'un modèle qui est assez utile, qui a été mis en place par un nutritionniste, Barry Popkins, dans les années 90, qui se cale à peu près sur la transition urbaine, qui identifie donc plusieurs phases dans l'alimentation des populations en fonction de leur lieu de vie, de leur mode de vie. Donc quand ils sont plutôt ruraux, andins, pour prendre ceux dont on va parler, ils ont une alimentation où les produits de base sont plutôt des fruits, des féculents. Ensuite, l'exode rural que tu évoques, Martine, dans les pays andins se traduit par une augmentation des féculents dans l'assiette de base et puis des produits carnés, évidemment. Enfin, troisième phase, une consommation, voire une surconsommation des produits transformés. Et on voit aussi une évolution du budget alimentaire par rapport au budget total. Alors c'est ce qui a été très bien retracé, je pense que vous l'utilisez déjà dans vos cours dans le secondaire, par un photographe, Peter Herzl, dans l'ouvrage Hungry Planet. Donc là je vous ai pris quelques photographies illustrant les situations qu'on va aborder aujourd'hui en termes d'alimentation. Alors voilà, une famille rurale du Pérou, en haut à gauche. Donc vous voyez essentiellement une alimentation à base de fruits, de légumes, de légumineuses également. Famille plus urbaine, comme on voit le cadre là en Équateur, je crois, qui consomme déjà plus de féculents et un petit peu plus de produits carnés. Et puis la fin de la transition, si j'ose dire, avec cette famille mexicaine où l'on voit des produits transformés bien plus présents, notamment en termes de boissons. Vous les voyez à l'arrière-plan avec ces bouteilles de 3 litres de boissons pétillantes d'une marque bien connue. Et puis également, alors ça entraîne évidemment des conséquences sur la santé et l'obésité de ce petit garçon là au premier plan, situation de surpoids que connaissent à peu près la moitié des enfants mexicains, brésiliens et chiliens, qui sont les 3 pays qui sont au niveau de développement les plus importants. Et puis je la mets souvent, j'aime bien la mettre, mais ça c'est une famille cubaine qui a une alimentation à peu près équilibrée, carnés, féculents et puis légumes à peu près proches des régimes alimentaires qu'on peut connaître en Europe. Donc ce défi alimentaire, vous le voyez, il est encore présent en Amérique latine pour les familles, quel que soit le niveau de développement des pays. C'est vraiment très important, à tel point, alors même si tous sont autosuffisants d'un point de vue alimentaire, quasiment la plupart des pays latino-américains, contrairement aux pays africains, à tel point que l'on peut encore parler de malnutrition. Évidemment, dans beaucoup de ces 3 pays notamment, Mexique, Brésil, Chili, c'est ce que nous enseignait Josué De Castro, que tu dois connaître évidemment, Marie-Françoise, médecin et géographe, je le dis, brésilien, dans les années 50, qui parlait de l'alimentation comme un fait total, d'accord, et vraiment dont l'enjeu était très politique.
D'où aussi des réflexions en termes de politique publique sur l'alimentation, etc. Puisque s'il n'y a plus de déficit alimentaire en quantité, il y a évidemment un déficit alimentaire en qualité pour beaucoup de ces urbains notamment, que ce soit à Santiago, à São Paulo, à Mexico. Donc voilà, ça c'est le contexte, on va dire, un peu plus familial en termes de consommation et aussi sanitaire, qui fait que l'on redécouvre dans les villes des formes. Alors là, je parle simplement de jardinage urbain. On n'est pas vraiment dans de l'agriculture urbaine. Ce sont des initiatives que l'on peut retrouver à Santiago sur les Cerros Islas. Donc, ce sont ces collines au sein de la ville de Santiago qui sont non encore construits, qui ne le seront pas, puisqu'ils sont protégés par des normes d'urbanisme, et où il y a des projets donc menés par des associations pour replanter et ressemer les terrasses dans la ville. Ça permet donc évidemment une activité physique pour ces urbains quand même très très sédentaires souvent, et puis également de la production agricole dont Angèle Proust a montré, alors que vous pourrez voir sur une autre table ronde cet après-midi, qui est doctorante à l'UMR Prodigue, qui travaille sur São Paulo, dont elle a montré que c'était quand même pas une part très importante de la consommation alimentaire, en tout cas à São Paulo. Certains afro-descendants assez pauvres pratiquent cette agriculture urbaine de subsistance, mais ils sont encore évidemment très dépendants des supermarchés. En fait, plus on est pauvre, plus on a tendance à se tourner vers les supermarchés et les produits transformés dans des parties de la ville qui sont appelées des déserts alimentaires, où il est très difficile d'avoir accès à une alimentation en quantité et surtout, évidemment, en qualité. Donc ça, ce sont vraiment des petites expériences dont on peut parler plus comme du jardinage, que de l'agriculture réellement. En réalité, ce qui se passe donc dans la métropole, alors on n'est pas vraiment dans la ville, mais d'un point de vue de l'aménagement, on se situe là à l'intérieur de la métropole de Santiago du Chili. C'est plutôt ce type d'entreprise agricole, une vingtaine d'hectares. Ce sont des entreprises agricoles familiales. Alors là, vous voyez un nom apparaître, Rivarola. Ce sont des Italiens qui sont installés au Chili au XIXe siècle, avec dans les poches des pantalons des premiers migrants des graines de tomates italiennes qu'ils ont semées, qu'ils ont produit pendant 1, 2, 3 générations, jusque dans les années 70, jusqu'au, vous le savez, coup d'État du général Pinochet en 73, qui a contribué beaucoup à l'ouverture des frontières du pays, à l'exportation. Vous savez, c'est le modèle des économistes de Chicago qui s'est imposé aussi dans l'agriculture. Le Chili devient donc une puissance agro-exportatrice très importante. Donc les tomates, c'est plus très rentable, et on décide, parce qu'on le peut, de se tourner vers d'autres secteurs, et notamment donc l'agriculture d'exportation, vous voyez, d'agrumes, mais surtout d'avocats à partir des années 90. Donc il y a des révolutions technologiques, agronomiques, qui permettent de planter des avocatiers sur les versants de la cordillère de la Côte, de les irriguer par goutte à goutte, et du coup d'exporter sur nos marchés des Nord, Europe, Japon, États-Unis surtout. Et donc ces entreprises agricoles, qui étaient familiales évidemment, sont celles qui peuvent résister à l'avancée de l'urbanisation. Ce que vous pouvez voir entre les deux dates là, cette entreprise résiste, alors que l'urbanisation a tendance à avancer, puisqu'elles peuvent exporter. Ce n'est pas le cas, évidemment, pour la plupart des petits maraîchers de la grande périphérie ou de la proche périphérie de Santiago ou de Valparaiso. Donc là, on a
aussi une autre façon de résister, mais j'en reparlerai par la suite puisqu'on aborde déjà des questions foncières, je me rends compte. Alors, donc, on s'interrompt là, Cécile. Voilà, et on passe... alors, Marie-Françoise, donc on voit bien la hausse de la production liée au phénomène d'intensivité, soit dans l'agriculture, l'agrobusiness, soit dans l'agriculture familiale pour l'approvisionnement des villes, mais c'est aussi l'élargissement des espaces mis en culture ou en élevage, c'est-à-dire des fronts, notamment au Brésil et en Amazonie brésilienne. Oui, alors c'est exactement ça. Donc vous avez la primeur des cartes du futur article de Géoconfluence qui vont sortir dans les semaines à venir. Là. Voilà, donc on est parti sur donc justement les cultures permanentes et les cultures annuelles donc au Brésil. Et donc là j'ai fait un petit cercle sur l'Amérique latine et sur cette Amazonie légale. Je vous rappelle que l'Amazonie légale est née dans les années 50. Ce sont les États de la région nord auxquels on intègre le Mato Grosso, donc les Cerrado, et auxquels on intègre aussi une grosse partie du Maranhão en disant que c'est une pré-Amazonie. Donc on est sur un grand pays agricole qui a une pluralité de production et qui a surtout une agriculture, on va dire, duale, à la fois une agriculture donc vivrière, familiale, et à la fois une agriculture de production. On peut agro-business. On peut surtout voir ça avec le retour donc de Lula au pouvoir. Je vous rappelle que pendant les années Bolsonaro, il y a eu suppression des 2 ministères, parce que pendant les années précédentes, Lula, Dilma Rousseff, on avait 2 ministères. On avait un ministère donc de l'agriculture et de l'élevage dévolu donc à l'agronégoce et un ministère de développement agraire et d'agriculture familiale. Bolsonaro avait vraiment détruit tout ce système et depuis le retour de Lula donc en décembre 2023, ces 2 ministères sont revenus avec pour volonté d'essayer, on va dire, c'est un vœu pieux, donc de maintenir une agriculture familiale versus une agriculture donc d'agronégoce, qui représente donc les exportations à peu près 7% donc du PIB brésilien. On note une augmentation entre 2022 et 2023. On a déjà plus de 5% d'exportation en termes d'agronégoce, ce qui est énorme. Et donc, on voit, comme l'a dit tout à l'heure Martine, on voit cette poussée du soja qui est vraiment particulièrement marquée, avec, si je reprends tes propos, donc les OGM qui sont arrivés donc en 2003 donc au Brésil avec Lula. Donc on a à la fois cette poussée du soja. Alors justement, tu parlais d'Hervé. Moi, j'ai fait mon DEA avec Hervé Théry dans les années 80. Et à l'époque, quand on travaillait sur le soja, il y en avait un tout petit peu, mais dans le sud. Il y avait essentiellement du soja dans le sud, mais il n'y avait absolument pas de soja dans le Mato Grosso, dans le centre-ouest, et encore moins en Amazonie brésilienne. Donc on a eu aussi une poussée vraiment à la fois en termes de quantité, mais en termes aussi de mobilité sur le territoire. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, cette espèce d'opportunisme brésilien à se déplacer sur le territoire et avoir une mouvance de quelques cultures. J'en ai mis quelques-unes. Alors, on va en prendre juste une ou deux ensemble. Donc, on a le soja qui a vraiment cette percée très nette sur le centre-ouest et l'Amazonie. Le maïs qui fonctionne avec le même système donc, de rotation. On a exactement la même chose au Brésil. Et puis, les productions plus emblématiques qu'on connaît au début, avec le café et le sucre. On a toujours tendance à dire au Brésil qu'il faut mettre du café dans le sucre, du sucre dans le café, je dis à l'envers. Voilà, un bon sirop, parce qu'on met beaucoup de sucre au Brésil dans le café. Voilà. Et donc, l'idée aussi sur ces cartes, c'était de montrer à la fois donc, les productions emblématiques, celles qu'on a connues au départ, le café, la canne à sucre, mais aussi de mettre à côté les productions vivrières, donc le riz, le manioc, le haricot, la pomme de terre, qui est le fondement de l'alimentation, arrose et fégeant, c'est incontournable au Brésil. Et donc, on a vraiment cette dualité et cette existante. Après, on verra quand on va aborder la question foncière que c'est un peu David contre Goliath en termes de pourcentage, bien évidemment, mais on ne va pas dévoiler déjà toutes les cartouches maintenant. Après, j'ai mis une seconde carte qui est aussi intéressante parce qu'elle vous montre à la fois l'importance donc d'une évolution sur 30 ans. Donc cette évolution sur 30 ans, elle vous montre qu'entre 92 et 2022, on a bien cette mobilité, cette poussée vers le centre-ouest, vers les Cerrado qui disparaissent de plus en plus, et puis vers cette Amazonie brésilienne qui
paradoxalement aujourd'hui est mieux protégé que les Cerrado, puisque on impose donc des réserves légales beaucoup plus marquées sur l'Amazonie brésilienne qu'on ne l'impose sur les Cerrado, où elle est seulement de 35% versus 80% de l'autre côté. On a aussi donc cette poussée de la canne à sucre. Ça, c'est aussi amusant parce que tu parlais des cycles tout à l'heure. C'est vrai que le cycle du sucre, c'était l'apologie du Nord-Est. Et donc aujourd'hui, on voit qu'on a quasiment plus de canne à sucre dans le Nord-Est et que maintenant, c'est plutôt sur l'État de São Paulo et l'État du Minas Gerais qu'on va le retrouver. Donc ça, ce sont vraiment des points important pour comprendre l'agriculture brésilienne, c'est-à-dire qu'elle est vraie à un instant T, mais elle n'est plus vraie dans les années qui suivent. Le meilleur exemple aussi, c'est par exemple avec le cacao. Le cacao, c'était vraiment l'apologie de l'État de Bahia. C'était Ilhéus et Itabuna, les capitales du cacao. La maladie donc, du balai de sorcière a réduit, vraiment, a anéanti toutes les productions. Et aujourd'hui, le cacao, il a une poussée dans l'État du Rondônia, par exemple, et ça devient aujourd'hui, ça devient une plantation purement amazonienne. Voilà. Donc, on a vraiment un déplacement qui est vraiment donc extrêmement intéressant. La difficulté, c'est évidemment, on le verra sur la seconde partie, c'est la cohabitation de cette économie de cueillette, de ces productions vivrières familiales et de cet agro-business qui avance un petit peu comme un rouleau compresseur. Donc ça, c'est important. L'autre point, et je l'ai mis aussi, c'est le cheptel bovin. Ça, c'est quelque chose d'incontournable en Amérique latine. Et là aussi, on a donc une évolution donc, de plus en plus de bovins. Et on voit très nettement l'évolution donc, qui se fait donc, en vert foncé sur l'état du Mato Grosso, l'état du Pará, du Rondônia. Et on voit même sur le Tocantins et le Maranhão, on a cet arc de déboisement, et l'arc de déboisement va permettre aussi donc à la fois l'agriculture, mais à la aussi donc développement d'agro-pastoral, avec un élevage extensif, avec très très peu de têtes de bétail à l'hectare. Dans le meilleur des cas, on est à 3 têtes de bétail à l'hectare, mais on tourne bien plus souvent à 1 ou 2 têtes de bétail à l'hectare, ce qui est vraiment excessivement peu. Merci beaucoup Marie-Françoise pour nous donner cette transition avec une interrogation sur la dualité foncière qui est archétypale en Amérique latine. C'est Hervé Théry qui écrivait cela il y a peu de temps autour de l'image du minifundio versus latifundia et sa permanence dans le temps long, dans une Amérique latine rétive à la fois avec des réformes agraires mais résistantes à ce processus de réforme agraire et qui a tendance à se reproduire dans les espaces ouverts à l'agriculture. Alors justement, qu'en est-il de cette organisation foncière, de ces évolutions? Est-ce que ce modèle est toujours valide et quelles sont justement dans ces différents espaces les tendances? Martine Guibert. Alors, vaste sujet, vaste question. Étant donné, en fait, on va dire, ces nouvelles formes d'organisation de la production, je me réfère toujours aux grandes cultures et à l'élevage. Cette dualité, en fait, grande structure de production, petite structure de production, a quand même tendance à évoluer et prend un petit peu de nouvelles caractéristiques ou modalités. En termes, on va dire, d'usage et de tenure foncière, si je me réfère à nouveau à l'Argentine, étant donné donc ces consortiums de production qu'on appelle des poules de culture, l'on se rend compte quand on fait du terrain, ce que l'on essaie de faire le plus possible, que les acteurs de la production affirment de plus en plus qu'ils ne cherchent pas à être propriétaires des terres agricoles. Le souci ou l'avantage pour eux, c'est que ça leur permet de ne pas immobiliser du capital. Donc, à l'heure actuelle, cette dualité minifundio-latifundio, dans le cas de ce type de producteur, ce modèle est perturbé par ce type d'acteurs qui désormais préfèrent être des locataires de terre que des propriétaires de terre.
pas tous, mais la plupart d'entre eux. Sachant qu'en Argentine, on a toujours beaucoup loué des terres et qu'on estime qu'à l'heure actuelle, 60% de la production en grande culture est pratiquée sur des terres louées, si tant est que l'on croit aux statistiques argentines. Parce que contrairement à vous, peut-être Marie-Françoise, l'appareil statistique argentin n'est pas fiable. Le paraguayen, c'est même pas la peine de le qualifier. L'uruguayen, oui. Et là, on a les informations voulues et on sait qui est propriétaire de terre, qui achète, qui vend, qui loue des terres en Uruguay. Les informations sont très précises jusqu'à avoir le nom des sociétés et voir des acheteurs étrangers de terres en Uruguay. Ce n'est pas trop le cas en Argentine et ce n'est pas du tout le cas au Paraguay. Donc c'est un problème pour nous en tant que chercheurs en sciences sociales, que l'on soit géographe, économiste ou agronome. Dans les 3 pays, il y a une très très forte diminution du nombre des exploitations agricoles cette diminution est à peu près de l'ordre de 25% depuis une trentaine d'années, là aussi, si l'on croit les recensements agricoles. En Argentine, il y a à l'heure actuelle 250 000 exploitations agricoles, avec une moyenne de 620 hectares par exploitation. C'est plutôt représentatif de la pampa argentine, ça l'est moins de la Patagonie, voire du nord-est du pays, où il y a donc une mise en culture des terres arrachées aux écosystèmes primaires, comme les yungas ou encore le Chaco. Uruguay, à l'heure actuelle, il y a, d'après le dernier recensement de 2018, et on y croit, 45 000 exploitations agricoles, ce chiffre est en très très nette diminution, avec à peu près la moitié des exploitations que l'on peut qualifier de familiales. Une particularité, voire une nouveauté en Uruguay, et je me réfère à Pedro Arbelech, un collègue agronome avec qui on fait pas mal de terrain. À l'heure actuelle, en Uruguay, vous avez des entreprises agricoles qui peuvent être propriétaires ou qui sont à la fois propriétaires et locataires de terre, voire seulement locataires de terre, qui réunissent plusieurs milliers d'hectares. C'est nouveau pour l'Uruguay. Parler d'un sojiculteur, d'un maïsiculteur qui a accès et qui contrôle 2000, 3000, 5000 hectares, c'est vraiment quelque chose de très très particulier dans le cas uruguayen. Et le marché foncier est très dynamique en Uruguay puisque l'on sait qu'environ la moitié de la superficie agricole utile en Uruguay a changé de main depuis une vingtaine d'années. Beaucoup parlent, si je traduis en français de manière un petit peu approximative le terme, beaucoup parlent d'étrangérisation, pardon pour le néologisme, du foncier uruguayen, mais en fait, quand on regarde très précisément les statistiques officielles, il y a aussi beaucoup d'acteurs nationaux qui vendent et achètent des terres. C'est aussi le cas en Argentine et c'est aussi le cas au Paraguay. Présence de la Chine un petit peu, mais pas beaucoup. Beaucoup d'annonces, mais en fait très peu de concrétisation de ces annonces. La Chine investit dans la logistique et dans les infrastructures, notamment dans des structures de stockage, des silos, et qui désormais sont floqués, où l'on voit le logo COFCO. COFCO, c'est l'entreprise de l'État chinois qui cherche et achète des matières premières partout dans le monde. En Uruguay, il y a désormais des silos COFCO, c'est nouveau, depuis une dizaine d'années. C'est aussi le cas un petit peu au Paraguay et aussi en Argentine, aux côtés des géants du grain, comme disait, aux côtés des fameux ABCD. ABCD, donc vous connaissez tous, ADM, Cargill, Bunge ADM, Bunge, Cargill et Dreyfus, le français. Désormais, moi j'aime bien dire ABCCD, puisqu'on rajoute la COFCO, le partenaire ou l'acteur chinois. Et pour finir, en évoquant le Paraguay, au Paraguay, recensement 2008, relativement ancien, mais c'est comme ça, recensement agricole, 290 000 exploitations agricoles, avec, d'après un rapport de Oxfam 2022, à peu près 5% de ces exploitations qui regroupent 90% du foncier. Très très grande inégalité et concentration foncière au Paraguay, bien plus qu'en Uruguay et qu'en Argentine.
Donc, de nouvelles formes d'organisation de la production et ce que l'on appelle parfois, si je me réfère à Philippe Collin, un collègue de Montpellier, ou à des collègues argentins, ce que l'on appelle la tenure inversée. Les grands acteurs de la production agricole qui concentrent le foncier, parce qu'ils le louent, vont louer en fait à une myriade de petits propriétaires ou de moyens propriétaires. C'est pas le grand, c'est le grand qui désormais loue au petit, si vous me permettez cette trivialité, au lieu du petit qui va louer au grand, comme c'était le cas il y a encore quelques décennies, voire au siècle passé, voire au 19e siècle. Donc une tenure inversée. Et puis, il y a aussi la question des titres de propriété. En Uruguay, les propriétaires peuvent faire valoir des titres officiels, dûment enregistrés. C'est anecdotique quand il y a une terre où il n'y a pas, ou une exploitation, ou une parcelle, parce qu'on parle plutôt aussi de parcelle, qui n'a pas son titre. En Argentine, ça dépend des régions, ça dépend des cas. Au Paraguay, il y a, pour ces 290 000 exploitations agricoles, recensement 2008, je me répète, à peu près la moitié de ces exploitations qui peuvent faire valoir un titre dûment enregistré. Le reste, mystère. Alors, terre occupée, terre louée, terre avec double titre de propriété. L'anecdote veut que si vous mettez sur la table tous les titres de propriété qui circulent au Paraguay, vous obtenez un pays dont la superficie augmente de 40%. Donc c'est fabuleux, voilà. Vous avez un magnifique documentaire qui s'appelle Impénétrable, je pourrais vous donner éventuellement avec un propriétaire argentin qui hérite d'une propriété au fin fond du Chaco paraguayen. Je ne sais pas si vous connaissez ce documentaire, c'est fabuleux, c'est très pédagogique, je le montre à mes étudiants de troisième année dans le cours Amérique latine. Donc cet Argentin hérite de cette propriété, il veut à tout prix la vendre, mais il faut d'abord savoir où elle se trouve, parce que le cadastre paraguayen, évidemment, est tellement défaillant qu'il met très très longtemps à savoir où elle se trouve. Il se rend compte qu'il y a du soja, évidemment, qui est cultivé dessus. Par qui? Par le roi du soja paraguayen, avec qui on a eu l'occasion de faire un entretien en 2003, qui est un Brésilien d'origine, puisqu'au Paraguay, il y a beaucoup de Brésiliens qu'on appelle les Brasilguayos. Non, c'est pas Magie. Magie, c'est le Brésilien. Magie, c'est le Brésilien. Le Paraguayen, c'est Faveto. Et donc, il arrive à localiser la propriété dont il a hérité, mais il se rend compte qu'il y a un autre propriétaire. Donc, ils sont deux à avoir un titre de propriété pour la même terre, comme on dit là-bas, pour la même exploitation. Bon, je vous laisse regarder le documentaire pour savoir qui c'est qui va gagner et qui c'est qui va pouvoir faire valoir son titre de propriété. Eh ben, merci Martine. Cécile, ces dynamiques, elles s'observent aussi vers son andin. Alors oui, alors j'ai pas beaucoup d'exemples andins stricto sensu. Là, je vais plutôt vous parler du Chili. Des périphéries de Santiago du Chili et d'une petite parcelle, là, vous voyez, qui se situe à 15 minutes en voiture du centre-ville de Santiago du Chili, la capitale, et qui était encore, alors là c'est des photographies qui datent de 2012, mais je vous prie de me croire, en 2020, elles étaient toujours non construites et non bâties, alors qu'on est très très proche de la route panaméricaine, qu'il y a plein de zones industrielles autour, hein, je pense que vous les voyez à l'arrière-plan, très bien reliées au centre-ville, etc., etc. Donc moi, je m'interrogeais un peu pourquoi ces parcelles restaient non bâties si proches des centres-villes. Alors, j'ai besoin juste de la petite zapette. Voilà. Ouais, super. Pardon. Merci. Donc j'ai fait des entretiens avec ces deux personnes qui y élèvent une quarantaine de chèvres pour y faire du fromage qu'ils vendent d'ailleurs au marché central de Santiago du Chili. Il y a quelqu'un qui vient récolter leur fromage quotidiennement de type feta, un peu, vous voyez, fromage frais de brebis, de chèvres, etc. Et puis à l'arrière-plan aussi, ils vendent aux ouvriers de la zone industrielle. Donc je vais y revenir par la suite, parce que pour moi, c'était un peu un mystère qu'il y ait ces espaces-là dans la ville. Donc pourquoi un mystère ? Parce que moi, j'avais quand même constaté, sur ces deux cartes, vous pouvez le voir,
une très forte augmentation, une très forte croissance de la construction de résidences, du nombre de résidences par commune. Autour de Santiago du Chili, vous voyez sur la décennie 92-2000, puis 2000-2010, dans une deuxième couronne, avec des communes comme la commune de Lampa, donc, qui est en très très rouge au nord-ouest de Santiago, celle où j'ai pris la photographie précédemment. Donc on construit à tour de bras dans ces périphéries. On construit alors des lotissements, des villas de tout type. C'est plutôt le modèle effectivement hein, de la maison avec un jardin autour qui se développe dans ces périphéries. Vous pouvez le voir ici, hein, les parcelles se ferment, des parcelles qui jusqu'ici étaient cultivées, qui portaient des numéros, c'était la parcelle 3B, qui quelques années après prennent un nom, c'est exactement la même, vous voyez la même grille, mais elles se ferment et elles se font appeler Parcela Santa Margarita. Alors, pourquoi parcelle 3B? Puisque en fait, c'était un numéro de parcelles qui avait été découpé au moment de la réforme agraire, lancée au Chili en 1965. Alors, c'est la grande décennie, hein, les années 60, des réformes agraires dans les pays andins. La première, c'est 1917, évidemment au Mexique, suite à la Révolution. Et puis ensuite, réforme agraire dans la plupart des pays andins. Donc, je passe un petit peu rapidement sur cette photographie. Donc, en quoi consiste-t-elle cette réforme agraire? Vous pouvez le voir sur la commune de Lampa ici. Réforme agraire en 1965. On est le modèle idéal selon les agronomes, les économistes qui travaillent sur l'agriculture chilienne. Donc, plus de 45% des exploitations, alors vous voyez en violet, donc ça correspond à des parcelles de 5 à 10 hectares. Plus du tout de parcelles de plus de 100 hectares, ou très peu, et plus du tout non plus de parcelles de moins de 1 hectare, donc celles qui sont en rouge. Pour justement résoudre cette situation que tu décrivais, Catherine, tout à l'heure, hein, d'opposition très grande entre les latifundios et les microfundios, voire l'absence totale de fundios, parce qu'il y avait beaucoup de paysans qui n'avaient pas de terre du tout. Et la parcelle que je vous ai montrée précédemment, qui avait un numéro, la 3B, elle était, moi, dans les années 2000, quand j'ai commencé à faire des entretiens dans la région, elle était encore exploitée par un métayer, ça existait encore dans la région centrale du Chili, donc il se rémunérait à moitié de ce qu'il produisait, et le reste, il le remettait au propriétaire de la parcelle. Donc, pour je veux dire, revenir sur cette inégalité très grande, on fait une réforme agraire. Alors vous voyez, là, c'est beau comme tout, hein, on a des propriétés parfaites dans la région centrale du Chili pour exploiter correctement. Donc c'est autour de, vous voyez, je vous dis, entre 10 et 20 hectares, on est bien. Sauf que, alors pardon, j'ai des petits problèmes de... Voilà. Sauf que vous le voyez, 92, on voit réapparaître des toutes petites parcelles, vous voyez, qui augmentent, celles qui étaient en rouge. Et puis surtout, on voit augmenter celles de 1 à 5 hectares. Et on voit aussi réapparaître des parcelles de plus de 100 hectares. Alors pourquoi? C'est le mystère. Donc je vous ai dit 65, cette réforme agraire. En 73, je vous en ai parlé tout à l'heure, coup d'État du général Pinochet. La première chose qu'il fait n'est pas de revenir sur la loi de réforme agraire. Il la laisse en vigueur. Par contre, première chose, le 12 septembre, qu'est-ce qu'il fait, 73 ? Il interdit de se rassembler en syndicats, en coopératives, en associations de tout type. Cette interdiction par décret a pour conséquence d'interdire toute coopérative agricole, tout syndicat agricole de s'associer. Donc nos tout récents petits propriétaires qui avaient acquis par la réforme agraire des parcelles qui étaient exploitables de 1 à 5 hectares, ils ne peuvent plus acheter en commun des semences, ils ne peuvent plus utiliser ensemble des tracteurs, de l'outillage, etc.
Ils n'ont pas de formation, ils viennent juste de devenir propriétaires. Hein. Ça a duré 5-6 ans simplement. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils ont un titre de propriété, nouveau, mais ils revendent. Et ils revendent à qui? Évidemment, aux anciens très grands propriétaires qui avaient été expropriés et qui s'étaient empressés d'aller mettre leurs sous aux États-Unis et qui avaient encore de l'argent. Donc, en fait, c'est ce qui explique la reconstitution de fundos très grands, alors pouvant aller dans la région centrale du Chili jusqu'à 1000-2000 hectares, très proche des centres-villes, et dans le sud du Chili jusqu'à 10 000 hectares. D'accord, il n'est pas rare. Ce sont des Chiliens qui rachètent d'anciennes propriétés dont ils étaient propriétaires, ou des étrangers également. Donc je retiens ton néologisme là d'étrangérisation, puisque le Chili, et d'ailleurs c'est pointé par l'OCDE quand le Chili rentre dans l'OCDE en 2010, contrairement à plein d'autres pays, comme la Nouvelle-Zélande par exemple, la Nouvelle-Zélande interdit l'achat de terres par des étrangers, notamment de leurs forêts. Voilà, ils considèrent que c'est un patrimoine national tel que les étrangers n'ont pas le droit d'acheter. Vous savez qu'en France, c'est la même chose pour les terres viticoles. Même s'il y a des acheteurs étrangers, ils ne peuvent jamais être majoritaires, dans le vignoble bordelais en tout cas, pour ce que j'en sais, dans ces entreprises agricoles. Ils restent toujours minoritaires. Là, le Chili, non, il ouvre grand ses portes, évidemment, aux investisseurs étrangers. Donc, on en a des très, très connus, notamment Douglas Tompkins, qui est l'ancien propriétaire, alors je ne sais plus très bien de quelle marque de vêtements, North Face, Esprit, je ne sais pas, c'était un gros groupe, qui achète plusieurs dizaines de milliers d'hectares en Patagonie. Vous connaissez bien cette figure. Et là, c'est la roulette russe. Hein. Qu'est-ce que vont devenir ces terres ? Est-ce que ça va être un des projets agrotouristiques, écologiques, qui vont préserver les terres, ou au contraire, est-ce qu'on va mettre en culture ou en élevage ces terres? Dans le cas de Douglas Tompkins, ça s'est bien terminé, puisqu'il avait une sensibilité très, très grande environnementale, mais quand même, question. Et donc, dans cette région, qu'est-ce que vont devenir ces grands fundos ? C'est ce qui explique un petit peu la photographie ici, le mystère de pourquoi est-ce qu'on a des terres agricoles, des terres d'élevage très peu occupées, donc là tenues par Don Arturo et Doña Elsa, qui font du lait, du fromage, etc. Et donc moi, petite question, j'arrive en master, en thèse, je les rencontre, je fais des entretiens avec eux, combien avez-vous de chèvres, combien produisez-vous de lait, à qui vendez-vous, etc. Puis je leur demande ma question sur le foncier. Et votre terrain, vous le louez combien? Et alors là, Don Arturo, que vous voyez, me dit, ça c'est la meilleure, cette question. Alors je dis, quoi? Je la pose à tout le monde, c'est quoi le problème? Il me dit, notre propriétaire, c'est plutôt lui qui devrait nous payer pour être sur ces terres. Alors je dis, ah bon, mais pourquoi? Il me dit, parce que nous, en fait, on est là pour garder ces terres. Les garder en attendant que le propriétaire trouve une bulle immobilière satisfaisante pour lui, pour y faire un projet immobilier. Et ces situations, évidemment, elles se retrouvent partout à l'échelle métropolitaine, que ce soit de Santiago, de Valparaiso. J'ai identifié les mêmes problématiques autour de Lima, par exemple, dans ces périphéries des grandes villes d'Amérique latine. Merci Cécile. Alors on va donner la parole à Marie-Françoise pour les Cerrado, l'Amazonie brésilienne. Vaste question, mais il faut faire court quand même. Ouais, je vais faire court. Alors, je vais essayer de faire court. Alors, donc, je vais un petit peu rebondir sur ce qui a été dit précédemment par mes deux collègues. La difficulté... il y a un troisième axe. Donc, la difficulté, c'est bien évidemment la cohabitation de ces deux agricultures duales et donc des structures foncières qui n'ont strictement rien à voir. On a donc à la fois du minifundio, du microfundio, du minifundio et du latifundio, avec une coexistence qui est très difficile, mais qui est, on l'a déjà dit, donc liée à l'héritage colonial, mais liée aussi aux dictatures militaires. Je crois qu'il faut aussi le rappeler. C'est vrai aussi que les dictatures militaires ont vraiment favorisé le latifundio, le latifundisme de façon très très importante. Et donc, on a
pour éviter justement une réforme agraire dans les années 70, on a mis en place cette politique de front pionnier en Amazonie avec le plan d'intégration nationale voulu par Médicis, qui avait pour volonté donc de déplacer des populations sans terre vers des terres sans hommes, et surtout d'éviter la réforme agraire dans la poudrière nord-estine qu'on avait à cette époque-là. Alors évidemment, vous allez me dire, je parle de choses qui a une cinquantaine d'années, mais on le retrouve encore aujourd'hui et ça perdure. Et on le retrouve très nettement sur cette carte qu'on a refait aussi, donc vous en avez la primeur, sur la surface des exploitations petites, moyennes ou grandes, avec évidemment ces toutes petites exploitations que vous allez voir en termes de superficie qu'on retrouve essentiellement sur le nord-est, et puis au contraire, à l'inverse, sur les Cerrado et sur l'Amazonie brésilienne, donc cette Amazonie légale, on va retrouver essentiellement les très grandes exploitations, et vous voyez la proportion des exploitations de plus de 100 hectares sur cette Amazonie légale, on est entre 82 et 99%. Donc là, on a vraiment, entre guillemets, deux systèmes qui cohabitent, mais un qui écrase l'autre, à un point qu'on dit aujourd'hui à un petit propriétaire terrien que où il grandit, où il meurt, globalement, puisque de toute façon, il est amené à disparaître devant justement cette prégnance donc, des grands propriétaires. Oui, je vais reprendre un point aussi. On meurt encore pour la terre en Amazonie. Il y a encore beaucoup d'assassinats, beaucoup de conflits fonciers, dont certains d'ailleurs sont vraiment tus. Et c'est très compliqué à saisir. Et puis, je vais aller dans le même sens que Martine. C'est très difficile pour les titres de propriété. On a les grilleros qui sont des gens qui font des titres de propriété. On sait pertinemment qu'ils sont illégaux, ces titres de propriété. Et la grande difficulté, c'est de savoir qui a le vrai titre de propriété. Moi, dans les années 90, quand j'ai commencé ma thèse, je suis arrivée sur une terre forestière où j'avais 13 titres de propriété différents. Donc 13 personnes revendiquaient la même terre. Et en général, c'est plutôt la loi du plus fort, si vous voyez ce que je veux dire. C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est assez difficile à comprendre. La réforme agraire, donc, on l'a évitée sous les années, évidemment, donc, de dictature militaire. Il a fallu attendre le mouvement des travailleurs sans terre, donc en 84, pour avoir justement ces premières politiques de colonisation et de réforme agraire, donc Humanlink, là, qui vont donner des terres à des familles. Aujourd'hui, on a à peu près 800 000 familles, dont la majorité sont en Amazonie, qui sont des assentamentos, qui sont en fait qui vivent sur des terres qui étaient considérées comme des terres improductives et que l'on met justement en culture. Alors, tout ça est aussi géré et régi par la Commission pastorale de la terre, qui est née dans les années 70. Et pour vous donner un exemple, dans les 6 derniers mois de l'année 2023, la Commission de la terre a reconnu donc plus de 1000 conflits fonciers en Amazonie. Voilà. C'est une revendication quand même assez terrible. Alors, oui, merci. On reviendra peut-être sur certains aspects, mais il nous reste 10 minutes, un quart d'heure pour aborder justement les questions des environnements. Donc, Martine, qu'en est-il des questions agro-environnementales? Est-ce qu'il existe des législations dans le Cône Sud? Quelles évolutions par rapport à la question des ressources pédologiques ou hydrologiques? Alors, l'intensification de la production agricole, là vous avez quelques photos dans le cas de l'Uruguay, elle exerce une pression très forte sur les ressources foncières, ressources hydriques, avec une perte de fertilité dans certains cas. La photo que vous avez tout à fait en haut à gauche, il n'y a pas très longtemps encore, et il y a un indicateur dans le paysage qui le prouve, c'était en fait un pâturage. Et vous voyez en fond de photo une petite éolienne, comme on dit en Uruguay, un petit moulin à vent, qui permettait en fait de puiser l'eau en sous-sol. Et à la base de ce petit moulin, il y avait un tank australien qui a été donc supprimé, puisque désormais c'est une parcelle cultivée en soja. Donc, une perte de fertilité dans le cas de terres qui sont mises en culture. Là aussi, si je me permets de francisation du terme, mais on part d'un processus d'agriculturisation.
dans le cas de ces pâturages, parfois dégradés ou pas, qui désormais sont des terres cultivées. Donc une perte de fertilité pour les terres qui sont les moins aptes à la mise en culture. Et vous avez la photo tout à fait en haut à droite, qui quelque part est un peu un condensé de ce que sont à l'heure actuelle les campagnes uruguayennes, puisque vous avez tout à fait en fond de photo, en arrière-plan, une plantation d'eucalyptus. L'Uruguay ayant été identifié comme un pays très propice à la culture de cet arbre. Il y a du pin aussi pour obtenir du bois tendre. Donc une plantation d'eucalyptus, parfois sur des terres louées, et éventuellement avec du bétail qui peut pâturer, ça dépend du système d'élevage. En cœur de photo, au milieu de la photo, donc une céréale, et par ailleurs, tout à fait au premier plan, ce qu'on appelle un bas-fond, ce qu'on continue à appeler en Uruguay la campagne naturelle, entre guillemets, où, vous le devinez peut-être, il y a du bétail qui pâture. Donc désormais, une très forte pression sur ces ressources, et éventuellement une perte de fertilité que l'on reconnaît, notamment dans le cas de la pampa argentine, avec parfois l'idée, cette expression d'une agriculture extractiviste. Bon, on pourrait parler longtemps de ce qualificatif, pour évoquer le fait qu'on ne fait pas qu'exporter du soja, du blé ou maïs, mais aussi on exporte des nutriments. Selon certains détracteurs de cette agriculture très, très intensive, très, très productiviste, avec un souci pour les producteurs du maintien donc de la fertilité. Par ailleurs, l'adoption de ce modèle pampéen hors pampa, notamment au nord-est, au nord-ouest de l'Argentine, mais aussi donc en Uruguay, et dans une moindre mesure, on pourrait dire aussi au Paraguay, ça suppose, comme vous vous en doutez, la disparition d'écosystèmes locaux comme les Yungas ou comme le Chaco. À l'heure actuelle, on est en train de faire disparaître les Chacos secs et humides, aussi bien en Argentine qu'au Paraguay, pour continuer à n'évoquer que ces deux pays. Donc disparition de forêts, disparition de savanes arbustives, donc perte de biodiversité, avec notamment des feux, des incendies de moins en moins contrôlés. C'est l'année la pire a priori. Et puis, d'un point de vue environnemental aussi, ce que l'on peut évoquer, c'est la contamination avec les résidus de produits phytosanitaires, notamment en ce qui concerne certaines rivières, et avec aussi des problèmes de traitement aérien en ce qui concerne l'application de ces produits phytosanitaires, et des populations locales qui développent certaines maladies liées en fait à ces traitements aériens et à ces applications de produits phytosanitaires. Voilà, à grand trait. À grand trait, on n'a plus trop de temps. Seulement sur un plan environnemental. Ouais. Alors, je vous ai parlé de 2010 tout à l'heure, de l'entrée du Chili dans l'OCDE. Il y a une préconisation qu'ils ont suivie, qui est quand même de se créer un ministère de l'environnement, qui n'existait pas jusqu'ici. En raison notamment du réchauffement climatique, alors en raison de sa situation, le Chili est quand même très très exposé au trou dans la couche d'ozone assez précocement, aux questions de sécheresse également, et donc c'est pour ça que j'ai choisi de vous parler des incendies qui existaient déjà dans la région quand je faisais ma thèse dans les années 2000. Vous voyez ici sont référencés. C'était des incendies dont la superficie la plus grande atteignait les 700 hectares. L'année dernière, vous en avez entendu parler, et l'année d'avant, et maintenant, en fait, quasiment tous les ans, il y a ce qu'on appelle des méga-feux. Des méga-feux, donc là, je suis restée vraiment dans la périphérie de Viña del Mar, Valparaiso, pour prendre celui de l'été dernier. Qui ravage particulièrement ces interfaces dont je vous ai parlé beaucoup, entre urbains et terres agricoles et ou naturelles, et qui donne lieu par la suite de ces incendies aussi à des constructions immobilières nouvelles. Il faut savoir qu'il y avait une loi qui vient d'être abolie, abrogée, mais qui prévoyait que si vous aviez ne serait-ce qu'un arbre de forêt endémique sur votre terrain,
vous ne pouviez pas construire. Sauf que un arbre, c'est facile à détruire par le feu. Donc très souvent, on mettait le feu. Donc ça, c'était vraiment criminel pour tuer la végétation endémique. Vous alliez dès lors au ministère de l'Agriculture qui vous disait « Ah bah oui, effectivement, c'est une terre infertile, c'est plus très intéressant d'un point de vue agronomique. » Vous pouvez maintenant aller au ministère du Logement et de la Construction, vous obtenir un permis de construire et vous pouviez construire, vous voyez ici, ces forêts, non pas d'arbres, mais de maisons à l'arrière-plan, ici, ou d'immeubles. Provoquant là un deuxième cycle d'incendie, qui cette fois deviennent accidentels, puisque évidemment, je vous en ai pas mis ici, mais l'arbre qui pousse le plus vite et donc qui brûle le plus rapidement, c'est l'eucalyptus, tu en as parlé. Que ce soit des grandes plantations, comme dans le sud du Chili, ou plutôt ornementales, en périphérie des grandes villes, ça pousse vite, ça isole vite du voisin, et donc nouveaux usages, barbecue, plus de circulation également, et donc des incendies qui donc ne sont pas tant naturels qu'anthropiques. 95% des incendies effectivement ont une raison anthropique, qu'elle soit voulue ou accidentelle. Forcé évidemment par les conditions de sécheresse. Là, on rentre dans la 11e année de sécheresse pour le Chili. Ces incendies produisent, en plus des morts et des décès, évidemment des destructions, des maladies maintenant à moyen terme. Donc là, je lance un programme de recherche avec des épidémiologistes justement pour voir comment, à moyen terme, les cendres qui ensuite rentrent dans les nappes phréatiques, une fois que les premières pluies arrivent, ont des conséquences sur la santé humaine à moyen terme, et notamment sur la prolifération de cancers du côlon. Donc ce n'est pas simplement des maladies respiratoires qui sont causées par les incendies, mais aussi des problèmes digestifs. Toutes ces questions environnementales, et je termine, étaient au cœur des manifestations de 2019, vous en avez peut-être entendu parler au Chili, l'estallido social, qui revendiquait des droits pour les autochtones, pour les femmes, et aussi en termes d'environnement. Et donc la nouvelle constitution au Chili, qui n'a pas été adoptée, a été écrite, et c'était stipulé par les constitutions, dans un contexte d'urgence climatique. Donc c'est vraiment une question centrale dans les espaces ruraux, mais aussi évidemment pour les urbains, donc un problème national. Merci. Alors, voilà. Alors, juste pour terminer, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, donc en fait, il y a plusieurs choses à mettre en place. Là, on est évidemment sur les évolutions des fronts pionniers, sur cette carte, celui qui est totalement intégré et l'avancée de ces fronts pionniers, bien évidemment, qui sont vraiment excessivement importants et qui vont toujours inexorablement à l'intérieur de l'Amazonie, mais pas de façon linéaire, qui suivent plutôt le tracé des routes en laissant des poches de forêt entre les deux. Il faut vraiment être très honnête par rapport à ça. On attend beaucoup, évidemment, du retour de Lula au pouvoir. Donc on sait que depuis son retour, 2023, il y a eu une baisse de la déforestation très marquée quand même. On l'a noté sur l'année 2023, après les années catastrophiques 2019-2022 sous Jair Bolsonaro. Ça, on les a vraiment notés. On attend beaucoup aussi de Marina Silva, la ministre de l'Environnement, qui était, je vous rappelle, l'acolyte de Chico Mendes dans les années 2000. Et puis, un nouveau ministère aussi qui est apparu, c'est le ministère des Affaires indigènes, qu'on n'avait pas autrefois au Brésil, et qui a pour but aussi de mettre en place ce qu'on appelle des terres légalisées. On a donc, Lula a légalisé 6 terres en 2023, ce qui représentait quand même plus de 660 000 hectares. 14 sont en programmation, ce qui représente 900 000 hectares. Donc c'est vraiment une des préservations possibles aussi qui reste importante. Je voulais insister aussi sur le fait que l'objectif 2030 pour Lula et pour l'organisation du traité de coopération amazonienne, c'est l'arrêt de la déforestation en 2030. C'est peut-être un vœu pieux, voilà, il faut quand même le dire. C'est la volonté de Lula, mais ça reste un vœu pieux. Le code forestier donc est relativement aussi important et oblige à préserver des terres en Amazonie. Et comme on le disait tout à l'heure, l'Amazonie est vraiment montrée en avant, mais on oublie un peu et on laisse dans l'ombre un peu les cerrados qui, elles, ont été vraiment détruites en grande partie. Et là, j'ai terminé avec cette carte justement pour vous le montrer. C'est-à-dire qu'on voit très nettement quand même qu'on a encore beaucoup de forêts
en Amazonie brésilienne. On a quand même 80% de la forêt qui est totalement préservée. En revanche, vous voyez que sur le Mato Grosso, c'est même plus du mitage, hein, c'est quasiment une disparition. Et puis sur les marges orientales, hein, si je prends les marges orientales du Para, là, en effet, on a eu une disparition vraiment absolument dramatique de la forêt. Moi, j'ai fait ma thèse, hein, justement, sur l'axe de la BR010 et de l'APA 125, qui était la route dans les années 90 du bois. Aujourd'hui, il n'y a plus un forestier. On est passé de 300 scieries à 11 scieries. Comme me dit le maire, j'ai pris conscience. Non, c'est pas vrai. Il n'y a plus de forêt, tout simplement. On a donc déplacé le problème. Alors, si je prends l'exemple aussi de Paragominas, où j'ai donc travaillé vraiment très longuement, aujourd'hui, il est sorti ce qu'on appelle de la liste noire donc des municipes, hein, ceux qui avaient le plus de déforestation. Le maire se targue de refaire, de planter, mais c'est la même chose. On plante en eucalyptus et en parica. Hein. Donc on ne plante pas en essence native, mais à croissance rapide, qui a pour but de faire du contreplaqué et de la cellulose. Hein, et puis la forêt primaire, inexorablement, a disparu. Ça, on peut quand même le dire et le reconnaître. Alors, merci à toutes les trois d'avoir tenu le temps. Il est 12h01, donc bravo, bravo et bravo. Et on peut peut-être prendre 2-3 questions maximum pour tenir encore 5-10 minutes. Si vous avez des questions, posez-les rapidement, les micros circulent. Oui. Bonjour, par rapport justement à l'objectif déforestation, stop déforestation 2030 de Lula, je crois savoir que paradoxalement, il y a un objectif de goudronisation des routes transamazoniennes, enfin, entre Porto Velho et Manaus par exemple. Et donc, comme la plupart du temps, la déforestation se fait le long de ces axes-là, est-ce que c'est pas contradictoire? On sait qu'asphalter une route, ça veut dire automatiquement augmenter la colonisation et surtout augmenter l'utilisation du temps de la route dans la saison. Ça fait aussi partie des points importants. Parce qu'en saison, entre guillemets, là aussi, je vais peut-être prendre juste 2 secondes pour expliquer ça. C'est ma dernière vue, mais on n'avait vraiment pas le temps de la passer. On a ce qu'on appelait la saison sèche dans les années 90. C'était la période où il pleuvait moins. D'accord ? Ce qu'on appelle la saison sèche aujourd'hui, ce sont vraiment, même en milieu équatorial, des mois, 3 mois par exemple, sur Manaus. Ça a été dramatique. Donc avec le Rio Negro, qui aujourd'hui est à vraiment au plus bas. Vraiment, on est descendu de plus de 3 mètres quand même. Donc c'est quand même colossal sur le mois de septembre, octobre dernier. Et donc on a ça. Et en fait, on sait que ça va favoriser automatiquement. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Le problème, c'est que globalement, on est aussi sur un agro-business. Et l'agro-business fonctionne comme ça, avec une sortie essentiellement par le port de Santarém d'ailleurs. Alors oui, bonjour, j'ai une petite question concernant les méga-feux au Chili qu'il y a eu récemment. Est-ce que vous auriez quelques chiffres sur l'importance des méga-feux, sur le nombre d'hectares brûlés ? Alors, je ne les ai pas sur moi, là, je suis désolée. Mon cerveau n'est pas assez réactif pour vous les donner. On est en train je dois l'envoyer aujourd'hui, de publier un article avec Emma Andrieux qui fait sa thèse sur les méga-feux. Précisément, qui va paraître dans Géocarrefour, qui consacre un numéro aux forêts, au changement climatique. Donc vous aurez toutes ces informations. Mais voilà, c'est plusieurs milliers d'hectares sur le dernier de Concepción, c'était plus de 20 000 hectares qui étaient partis en fumée. Le précédent, c'était plus de 10 000 hectares. Voilà, ça double très rapidement. Voilà, ce terme de méga-feu pose un peu question aussi, puisqu'il est très utile pour les médias et voilà, la communauté internationale pour alerter. Mais en réalité, c'est des considérations très locales, souvent qu'il faut avoir pour comprendre justement les départs de ces feux, qui sont souvent pour tous les méga-feux. Il y a plusieurs foyers de départ de feu. Ce qui nous indique aussi leur degré de criminalité, puisque c'est très bizarre que ça parte aussi facilement. Donc voilà, c'est un système très compliqué que ce système de feu. Oui,
L'Amérique latine a été très en vogue, hein, y compris dans les programmes il y a 10-15 ans. J'ai l'impression que vous nous présentez une nouvelle révolution quand même, avec une financiarisation complète, une primarisation complète, la Chine derrière, une intégration dans le marché mondial sur des bases exacerbées. Comment on pourrait qualifier cette dynamique et voir dans les 10 ans qui viennent quand même? Parce que là, il y a un enjeu mondial qui est tout à fait... On a mis beaucoup l'accent là sur l'Asie ou sur l'Afrique, mais j'ai l'impression de redécouvrir à nouveau des mutations d'une brutalité et d'une extrême sur l'Amérique latine. Oui, et très rapide. Et très très rapide, oui, oui, oui. Enfin, en ce qui concerne, je sais pas, les 3 pays que j'ai très rapidement évoqués, enfin, c'est un nouveau Uruguay agricole, c'est une nouvelle Argentine, c'est un nouveau Paraguay avec des transformations mais très très profondes. Et avec, évidemment, j'en ai peu parlé, une remise en cause de la place et du rôle de l'agriculture familiale et des petits producteurs. Et ça renvoie aussi à la question de la souveraineté alimentaire. Le Paraguay produit de plus en plus, avec ses désormais entreprises grands producteurs, avec l'expulsion des petits producteurs, et sa dépendance alimentaire s'accroît, puisqu'il exporte de plus en plus, mais il importe aussi de plus en plus certains biens alimentaires. Donc, exacerbation du processus, approfondissement du modèle primo-exportateur, sans nul doute. Et avec des acteurs puissants qui désormais sont partie prenante, avec ce que l'on appelle effectivement la financiarisation et la présence d'acteurs étrangers. Mais j'aimerais aussi insister sur le fait que ces processus sont aussi le fait d'acteurs nationaux. Mais véritablement, enfin, en Uruguay, on fait des entretiens avec des producteurs uruguayens qui sont associés avec des investisseurs étrangers, quels qu'ils soient, allemands, français, états-uniens, canadiens, et ainsi de suite. Idem pour l'Argentine. Voilà. Donc, c'est toute la question aussi de l'alimentation des villes, et je pense au travail de votre thésarde Cécile sur son pôle, voilà, et la manière dont ces grandes métropoles s'approvisionnent sur le plan alimentaire. Ouais, il y avait eu un livre assez fameux à la fin des années 90, hein, c'était Nourrir les villes au XXe siècle, de 2 collègues. Elisabeth Douzan-Rosenfeld et Pierrette Grandjean. Là, l'enjeu, c'est nourrir les villes au XXIe siècle. Des villes qui sont à la fois plus nombreuses, évidemment en quantité. Les marchés sont de plus en plus demandeurs, les marchés internationaux, des productions proches de ces villes qui ont des grands ports, des conteneurs frigorifiques pour exporter, avec en plus la situation du Chili dans l'hémisphère sud, donc à contre-saison. Donc, où les produits à forte valeur ajoutée arrivent donc d'été arrivent sur nos tables au moment où nous consommons le plus, c'est-à-dire à Noël, pour les fêtes de fin d'année, des fraises, des cerises et tout ce qu'on veut, voilà. Donc voilà, il y a vraiment une très très grande dépendance aussi de ces agricultures et de ces terres agricoles proches des villes aux marchés mondiaux, hein. C'est bien la demande qui fait l'offre, plus que comme Roger Dion nous l'enseignait, hein, sur voilà. Donc ça, c'est vraiment très 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 prégnant. Je vais juste aussi ajouter un tout petit point, parce qu'on n'a pas eu le temps évidemment d'aborder tout, c'est aussi la notion d'agrocarburant aussi, hein, qui est excessivement importante, parce qu'en Amérique latine, on cultive aussi beaucoup avec ces moteurs flex, hein, et bien évidemment ça crée des conflits. Qu'est-ce que je choisis? Je nourris les voitures ou je nourris les hommes?